Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler principalement de programmation. Programmation pour différents sports, sport de combat, sport de raquette, sport de terrain. Peu importe la pratique sportive que vous pratiquez, vous allez pouvoir vous y retrouver. Donc je vous inviterai à prendre des notes parce que ça pourra grandement vous aider. Ensuite on va parler de la connexion qu'il y a entre notre personnalité et les différentes modalités qu'on va choisir au niveau de notre pratique sportive. De comment on doit influencer justement notre pratique fitness en fonction de notre trait de caractère, nos différents traits de caractère. Et plus précisément je vais parler des neurotypes. Alors c'est une question qui m'a été posée maintes et maintes fois. Et je vais commencer en toute humilité en disant que je ne suis pas calé du tout sur le sujet. Ça sort vraiment de mon domaine de compétences, mais je vais partager mon expérience de terrain vu que bien entendu on me pose la question plusieurs fois. Alors je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Je tiens à vous remercier, vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Je le répète à chaque fois, il y a un lien dans la description. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Et j'aime quand les questions sont posées vraiment avec un contexte qui est bien élaboré. J'arrive vraiment à voir l'image complète. Si vous m'envoyez 3-4 mots qui se courent après, comme si on était sur un question-réponse sur Instagram, malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider. Donc, je choisis des questions, bien entendu, qui sont détaillées, qui me permettent de vous aider. Donc, commençons directement par une première question qui tourne autour des sports de combat, plus précisément du JJB, le Jiu-Jitsu brésilien. Question qui a été posée par Warren Badinga. Pardonnez-moi encore une fois si je ne prononce pas bien vos prénoms. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Je compte commencer le JJB aujourd'hui. Actuellement, je tourne un minimum 2 séances de musculation en salle, 2 séances cardio, 1 séance street workout par semaine. Pour l'instant, je pense essayer d'être régulier pendant 2 mois sur 1 à 2 séances par semaine de JJB. Mais plus tard, en fonction de ma progression, j'aimerais faire de la compétition. Quelle répartition d'entraînement conseillerais-tu d'avoir à ce moment-là? J'aimerais tourner mes séances de musculation autour du sport au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai fait du full body. Je sais que tu avais donné une bonne répartition pour un gars qui faisait du kickboxing. En dehors de l'aspect performance, j'aurais un objectif de perte de poids ou sèche. Je fais 1m70 pour 78-79 kg. J'aimerais me stabiliser en dessous des 76 kg, voire me rapprocher des 70 avec la pratique du sport pour être en catégorie léger ou featherweight. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de tous les Suisses et tous les Belges quand je dis 76. Au lieu de 76. Hein. C'est parce que malheureusement, il y a plus de Français que de Suisses et de Belges qui écoutent le podcast. Donc, hey, on s'adapte à l'audience, bien entendu. Donc, bonne question ici de Warren. Comme vous le voyez, c'est détaillé. Il y a plusieurs trucs à extrapoler. Le premier truc que j'extrapole, c'est que déjà, il y a une fréquence, il y a une discipline, une fréquence d'entraînement qui est très importante. On fait 5 séances, on va appeler ça de préparation physique. On va englober le cardio, la musculation, le street workout, comme mentionné ici, sur le côté préparation physique. Et on aura 1 à 2 séances de JJB. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire 6 à 7 séances par semaine. Donc ça c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on a vraiment on a de quoi faire, on a de quoi travailler si on arrive à maintenir bien entendu, et on arrive à maintenir cette fréquence là. Et encore une fois, ça c'est vraiment le facteur à prendre en considération, peu importe comment vous allez organiser votre programmation. C'est est-ce que j'arrive vraiment à soutenir ce rythme-là? Parce qu'on a plein qui disent ouais, je vais m'entraîner tous les jours. Ouais, mais est-ce que vraiment tu arrives à t'entraîner tous les jours? Mieux vaut partir avec une idée un peu plus défaitiste en disant ouais, non, je pense pas que je vais pouvoir le faire tous les jours, mais je pense que 4 fois par semaine, ouais, j'arrive. Ok, dans ce cas-là, on part sur 4 fois par semaine et éventuellement quelque chose d'optionnel. Donc, petite parenthèse à mentionner ici qui est très importante. Ensuite, deuxième truc que je prends en considération, c'est que en termes d'objectifs, on a 2 objectifs. On a l'aspect compétition et on a l'aspect perte de poids, transformation physique qui va être en lien éventuellement avec la compétition pour tomber dans une catégorie bien précise. Donc là, ça va déjà nous donner plein d'informations sur notre entraînement. Ensuite, on regarde le sport en lui-même. Le sport en lui-même, quelles sont les demandes du sport? Le JJB, déjà, c'est un sport qui est très technique. C'est un sport qui, par définition, de manière générale, de toute façon, la technique, c'est ce qui va primer dans n'importe quel sport. Que vous fassiez un sport de raquette, un sport de terrain, un sport solo, un sport collectif, un sport de combat. La technique, c'est la base de la pyramide. C'est là qu'on va placer vraiment notre focus en priorité. Okay? Parce que sans technique, vous pouvez être le meilleur athlète du monde, vous n'allez pas vous en sortir. Éventuellement, vous pouvez vous en sortir un petit peu, ok. Si vous êtes vraiment athlétique, vous avez un petit peu de technique, mais au bout d'un moment, vous allez faire face à des gens qui ont une technique tellement grande que ça va pas marcher. Et dans le jiu-jitsu brésilien, ben, croyez-moi, c'est l'aspect technique qui prime. Vous allez voir des gars qui paient pas de mine, qui n'ont pas de physique du tout, qui n'ont pas de capacité athlétique du tout, mais ils ont une capacité technique qui est tellement grande qu'au final, vous allez vous faire marcher dessus. Et encore une fois, si on analyse ce sport, vu que c'est un sport que j'ai pratiqué quand même pendant des années, et j'espère pouvoir revenir quand le temps me le permettra au dojo, eh bien, le sport même a été créé justement pour que
les capacités athlétiques, les capacités physiques ne priment pas. C'est vraiment un sport qui a été créé comme ça par Helio Gracie, donc qui a adapté le jiu-jitsu brésilien, donc l'art japonais. Lui qui était un petit gars tout maigre, tout frêle, qui s'est dit ok, comment j'arrive à transformer ce sport pour que moi, tout frêle, tout maigre, j'arrive à endormir, casser le genou, le bras, etc. d'un gars qui fait 2 fois mon poids, 2 fois ma taille, qui est 2 fois plus fort que moi. Okay, donc c'est vraiment l'art vraiment cette discipline-là qui fait que par la définition de la discipline, on doit s'attarder sur l'aspect technique. Donc la première question qui a été posée ici, quelle est la répartition d'entraînement ou quelle répartition d'entraînement conseillerais-tu? Eh bien, c'est simple. La répartition que tu as à l'heure actuelle pour la préparation physique, eh bien, tu vas tout simplement inverser le tout. Okay, tu vas placer cette même fréquence d'entraînement pour l'aspect technique jiu-jitsu brésilien. Donc moi déjà, si j'ai 7 entraînements par semaine, eh bien, je vais faire 5 entraînements de jiu-jitsu brésilien et 2 entraînements de musculation, ok, principalement musculation. Et pourquoi je laisse de côté l'aspect cardio? Peut-être c'est un truc à mentionner également, que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais je pense que ça vaut la peine d'être mentionné encore une fois. Aspect cardio, là, je vais partir vraiment de... Là, je vais supposer qu'on a déjà une base. Si là, Warren, ou comme Warren, vous êtes dans cette situation, on a 2 entraînements de musculation par semaine. On fait du street workout, on a 2 séances de cardio. C'est-à-dire qu'on a déjà construit une certaine base. On a une certaine base en musculation, on fait des entraînements full body. On a une certaine base au niveau cardio, donc j'imagine qu'on a déjà une certaine endurance fondamentale. Ok, tout ça c'est fait. Ok, on a déjà checké ces boxes. On a dit ok, ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai. Ok, maintenant on va chercher à être un peu plus spécifique pour qu'on puisse se diriger vers son sport et que les pratiques de préparation physique vont pouvoir nous aider dans notre pratique sportive, en l'occurrence ici le JJB. Donc le cardio, je l'ai mis de côté, pourquoi? Parce que le meilleur cardio pour votre sport, c'est de faire votre sport. Et ça, c'est un discours que j'ai à chaque fois. Et vous allez voir qu'avec la plupart de mes athlètes, eh bien, je fais pas vraiment de cardio. La vérité, c'est que je fais pas vraiment de cardio. Je vais m'attarder sur les autres aspects qui vont donner un meilleur retour sur investissement. Parce que pour moi, le meilleur cardio, c'est votre sport. Donc si on veut, en pratiquant notre sport, on va faire d'une pierre 2 coups. Okay, on va travailler sur notre aspect technique et on va également travailler sur notre cardio. Donc ensuite, en préparation physique, on va dire ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'on ne retrouve pas dans notre sport? Et c'est là où on va travailler sur le développement de la force, le travail articulaire. Et je vais y venir dans un instant, ok? Mais c'est le premier truc que je conceptualise. Alors bien entendu, si vous pouvez rajouter encore une séance cardio à un moment donné parce que vous devez travailler sur certaines limitations cardiovasculaires, respiratoires, parce que c'est quelque chose que vous avez analysé ou quelqu'un a fait un bilan sur vous, et effectivement, c'est votre facteur limitant. Dans ce cas-là, oui, ça a du sens, ok? Mais sinon, je suis persuadé comme ça que pour la plupart des gens, ok, 90% des gens, 90% des gens, eh bien, on va s'en sortir déjà avec le cardio qui est spécifique à notre sport, ok? Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Okay, donc la priorité, c'est le sport. Donc, je vais inverser la fréquence. Ensuite, pour parler exactement de ce que je vais faire en salle de sport. Donc là, on l'a dit, on fait des séances full body. Je trouve que c'est très, très, très bien. Okay, moi, ce que je ferais de manière générale, c'est que j'essaierais de garder, encore une fois, le truc général, global, simple, bête et efficace. Okay, aussi simple que ça. Et j'aimerais que, dans ton entraînement, Warren, tu fasses la chose suivante. Tu sépares l'entraînement en 3 parties. Okay, il faut que tu penses à ça de la manière suivante. Tu as une partie mobilité, donc c'est une partie articulaire, parce que j'aime pas trop le terme mobilité, c'est utilisé à tout va, une partie développement articulaire, une partie force et une partie tissulaire. Okay, on va penser à ça de la manière suivante. Pour la partie articulaire, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une articulation qui aura une importance pour nous jour 1. Okay, donc on va partir sur jour 1, aussi simple que ça, jour 1. Ok, JJB, j'ai pensé à quoi comme articulation? J'ai pensé principalement, on va commencer avec les globales, encore une fois, les bases, hanches et épaules. Donc jour 1, je vais m'attarder sur l'épaule. Ok, cool. Épaule. Et plus précisément, je vais m'attarder sur des fonctions en particulier. Par exemple, sur les 3 premiers blocs, je vais m'attarder sur la rotation interne de l'épaule. Ok, bam, je vais commencer mon entraînement avec ça. Rotation interne de l'épaule, etc. Cool. Ok, je travaille sur le haut du corps. Je peux directement enchaîner avec un exercice sur la partie force axé sur le haut du corps. Et là, je vais choisir un exercice. Par exemple, pour le premier bloc d'entraînement, ça va être mon développé couché. Bête, simple et efficace. Un exercice que tu arrives à maîtriser ou une variante de poussée que tu arrives à maîtriser. Et là, tu vas travailler sur un effort qui est proche de ton effort maximal tant que tu restes dans des normes de sécurité. Si tu es quelqu'un qui est assez expérimenté, moi, bien entendu, pour les avancées, on travaille sur du 2 à 3 RM. Mais si tu n'es pas trop avancé, essaie éventuellement un 3 à 5 RM. Et si tu es encore moins avancé, reste plutôt sur du 6 RM. 6 répétitions bien lourdes, ça va être ton effort max de la journée, c'est la partie force. Donc, tu as fait l'aspect mobilité. Ensuite, tu es passé à la partie force. Et ensuite, tu vas passer à l'aspect tissulaire. Encore sur le haut du corps, tu as envie de développer certaines parties. Et bien, c'est là que tu vas choisir des exercices en isolation. Pense bodybuilding ici, bête et simple. Et encore une fois, ça va te permettre de muscler les parties que tu aimerais muscler.
Aussi simple que ça. Et là, tu peux alterner bas du corps, haut du corps pour avoir ce full body, ok? Aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de faire que haut du corps ou bas du corps. Tu peux intégrer à ce moment-là, dans cette partie-là, d'accord? Tu choisiras d'alterner un exercice haut du corps, un exercice bas du corps par exemple, avec un focus un peu plus sur l'isolation. Donc on aura compris, on aura travaillé sur l'articulaire, on aura travaillé sur la force et on aura travaillé sur l'aspect tissulaire. Les trois sont super importants, c'est ce qui va contribuer à nos performances au dojo quand on fait son JJB et en compétition. Maintenant pour le jour 2, c'est exactement la même organisation, mais tu vas choisir l'autre articulation. Ok, je vais faire quoi? Hanche. Ok, hanche. Je travaille sur ma rotation de la hanche, par exemple, ok, une fonction de la hanche qui est importante pour toi. Ensuite, je vais passer à l'exercice de force. L'exercice de force, je vais choisir plutôt un exercice sur le bas du corps cette fois-ci. Okay, un squat, un soulevé de terre, un leg press très lourd, peu importe. Un exercice avec lequel tu es à l'aise, qui te permet simplement de décharger un maximum de force. Ce qui va te permettre de travailler sur cette qualité athlétique. Cool. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas choisir quelques exercices en isolation, pareil, pour travailler sur les tissus qui nécessitent une certaine importance. Cool. Maintenant, le facteur auquel on pourrait penser directement, c'est dire, hey, j'ai une catégorie de poids, donc il faut que je fasse attention à pas trop prendre de muscles, etc. Attention, c'est dangereux, ok, tu vas prendre trop de masse. Alors la prise de muscle, elle vient pas aussi rapidement que ça, mais même si elle venait à venir avec la fréquence qu'on a à l'heure actuelle, on n'a que 2 entraînements en salle de musculation. Et avec tout le cardio que tu vas faire, avec tous les combats que tu vas faire au JB, eh bien crois-moi, ta perte de gras à l'heure actuelle, vu que tu ne t'en fais pas, eh bien elle va venir. Croyez-moi, quand vous commencez le JB, vous allez perdre du gras très rapidement, principalement s'il y a une fréquence élevée, comme on vient de le mentionner, 4-5 fois par semaine. Ça va venir quasi automatiquement. Je mets presque ma main à couper ici. Okay, donc cette perte de gras, moi, au début, je ne me soucierais pas trop là-dessus. Okay, là, on est à 78 kg à peu près. Ok, on va perdre 3 kg facile. 2-3 kilos faciles éventuellement. Encore une fois, je ne te vois pas, donc je ne sais pas où t'en es. Mais 2-3 kilos faciles qui vont partir avec cette pratique sportive qui va placer de grosses demandes sur ton corps. Donc, pam, je ne me soucierai pas trop de ça. Ensuite, ok, je suis descendu, je suis à 75 kilos, ok, 74 kilos. Il me reste 3-4 kilos à perdre éventuellement quand je vais aller en compétition. Ben, c'est là qu'on va faire une diète, on va s'organiser et on va perdre ces 3-4-5 kilos pour arriver au point le jour de la compétition. Aussi simple que ça, ok? Donc on n'a pas trop à perdre, on n'a pas 10 kilos, 12 kilos à perdre. Le tout est bien organisé. Bam, selon moi, il y a tout pour réussir. Donc aussi simple que ça. Encore une fois, j'espère que vous aurez compris qu'il faut adapter votre fréquence d'entraînement, mettre la priorité et organiser votre séance de façon à ce que vous puissiez aller dans la bonne direction. Aussi simple que ça. Donc j'espère avoir répondu à ta question ici, Warren, et je te souhaite beaucoup de courage avec cette pratique de JJB qui est une pratique qui est excellente. D'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse encore une fois ici. Souvent on pose la question pour les femmes, quelle est la meilleure pratique de self-défense? Et on voit plein de trucs, et no disrespect à ceux qui font du Krav Maga, du Systema, plein de trucs, etc. C'est cool, okay? J'ai mon avis là-dessus, je vais offenser personne. J'ai pratiqué tout ça. Pour moi, la meilleure pratique de self-défense pour les femmes, c'est le jiu-jitsu brésilien. Pour moi, il n'y a aucune pratique qui est plus pertinente en termes de self-défense pour une femme. Donc si vous êtes une femme, moi si j'ai une fille, c'est un des premiers trucs qu'elle va faire, du jiu-jitsu brésilien, parce que pour moi, il n'y a pas mieux pour apprendre à vraiment se défendre. Parce que là, tu peux vraiment foutre en l'air un gars. Voilà, tu peux foutre en l'air un gars si tu veux. Donc croyez-moi, c'est pas un truc à négliger ici. Okay, donc voilà, j'espère avoir mentionné tout ce que j'avais mentionné. J'espère que je n'ai rien oublié ici. On va passer ensuite à la deuxième question qui a été posée par Suleiman. Suleiman, salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour tous les free games que tu partages sur les réseaux. Je suis un jeune basketteur longiligne de 21 ans, mesurant 1m97 pour 83 kg. Je suis assez athlétique, mais encore un peu léger pour supporter les impacts du haut niveau. Je suis le pied chaud depuis quelques années. Merci mon gars, ça fait plaisir. Donc j'ai conscience que la prise de muscle prend des années. Cependant, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis, plus particulièrement en NCAA. Et j'ai remarqué que le préparateur physique de l'équipe de basket de Kentucky aidait les joueurs à réaliser de grandes transformations physiques en quelques mois. Comment peut-on expliquer, comprendre pourquoi ils arrivent à de tels résultats? Il partage quelques transformations sur sa page Instagram, Braden Welsh, pour ceux qui veulent aller checker. Merci d'avance pour ta réponse. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Ok, merci pour ta question, Suleiman. Alors, je suis allé checker rapidement
Juste avant de cliquer sur le bouton enregistrer, la page de Braden Welch, alors en 30 secondes, j'ai vu qu'il y avait des transformations physiques avant, après. Donc, on l'aura compris ici, on parle de jeunes joueurs de basket qui ont éventuellement un avenir prometteur et on voit des transformations physiques. Alors, il faut savoir que pour le basket, l'aspect, autant que pour, c'est marrant à contraster avec ce qu'on a abordé auparavant, pour le basket, eh bien, c'est intéressant d'avoir une certaine masse musculaire. Okay, et c'est pour ça qu'on entend justement Souleymane le dire dans ce message-là. Hey, je suis assez athlétique, c'est-à-dire que j'imagine qu'il sait courir vite, il sait sauter haut, etc. Mais il manque de cet aspect imposant où là, il bénéficierait d'un peu plus de masse. Versus un sport de combat où on se dit, hey, je vais limiter un peu ma prise de masse parce que je dois tomber dans une catégorie bien précise. Et là, pour un athlète comme Souleymane ici, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que hey, on va essayer de rajouter de la masse jusqu'à ce qu'on sente que éventuellement ça commence à porter détriment à notre capacité athlétique. On se sent un peu lourd, etc. Ah, j'ai pris trop de muscles. Encore une fois, j'ai du mal avec j'ai pris trop de muscles parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Alors, certaines personnes ont des facilités génétiques, on va dire ça comme ça, à gagner un peu plus de muscles plus rapidement. Mais hey, les gars, ça ne vient pas du jour au lendemain. Okay. Maintenant, pour en revenir à cet épisode des athlètes de NCAA, eh bien, sont de jeunes athlètes. Et quand on est jeune athlète et qu'on est bien encadré, eh bien on arrive à prendre du muscle rapidement. Même pas jeune en fait. Lorsqu'on arrive à faire des entraînements bien structurés, on fait les choses bien, on met le focus justement sur la préparation physique, on a des transformations de ouf. Aujourd'hui, je travaille même avec des athlètes pendant la off-season où on fait une préparation physique pendant 6 semaines, 8 semaines. Ensuite, ils rentrent, on fait toutes les mesures, etc. DEXA scan, etc. Et on voit qu'il y a une prise de masse. Il y a une prise de masse musculaire. Okay. Donc, même avec des athlètes qui sont plus âgés, qui sont plus expérimentés, etc., si on est bien encadré, on fait les choses bien. Donc le premier truc que je conseillerais ici à Souleymane et tous les athlètes qui sont dans cette situation, jeunes athlètes, les gars, suivez un programme bien encadré. Ça, c'est le premier truc. Okay. Soit vous travaillez directement avec un préparateur physique, soit vous consommez un programme d'un préparateur qui vous plaît. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre de la masse. Et là, vraiment pour quelqu'un comme Souleymane qui a déjà un focus, qui a déjà une certaine capacité athlétique, ok, là, je vais prendre de la masse. Et là, il faut se dire, qui sont les meilleures personnes aptes à me guider ou la meilleure science si on veut, apte à me guider dans la prise de masse? Eh bien, ce sont les gens qui se sont attardés justement sur le fait de prendre que de la masse et on en fait un sport. Et là, on parle bien entendu des bodybuilders, etc. Alors, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'on va mimer exactement leur entraînement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ok, on va faire des entraînements peut-être un peu moins côté athlétique si c'est moins notre focus, mais on va s'attarder vraiment en priorité sur la prise de masse. Donc, on va rajouter des exercices d'isolation. Et c'est là où ça va aller à l'encontre de ce que beaucoup de préparateurs disent. Ouais, ça ne sert à rien de faire des exercices d'isolation vu qu'on est des athlètes, etc. Hey, si ton but c'est de prendre de la masse à certains endroits en particulier, hey, je ne dis pas d'arrêter complètement les exercices polyarticulaires, ça va être le corps de notre séance, mais quand même, on peut rajouter des exercices d'isolation. Donc, n'aie pas peur de rajouter des bicep curls, n'aie pas peur de rajouter des élévations latérales, etc. Ça ne va pas te rendre moins athlétique, à condition, bien entendu, que tu maintiennes le tout. Et ensuite, tu pourras revenir sur des phases de développement, mais on doit procéder par phase. Si là, cette phase-là, c'est la phase, je vais changer mon physique, je vais prendre de la masse musculaire, eh bien, éventuellement, j'aimerais m'attarder sur ça. Donc, premier truc, c'est ça, trouver un professionnel compétent qui peut t'encadrer. Et deuxième chose, j'en reviens toujours à ça, je le répète à chaque fois. Moi, je travaille avec beaucoup d'athlètes. Je travaille encore aujourd'hui avec beaucoup d'athlètes. Et quand ils vont à la salle de musculation, surtout les basketteurs, les footballeurs, on fait des exercices pour faire les exercices. Okay. Encore une fois, j'en reviens à cette science du bodybuilding. Il faut y mettre la bonne intention. C'est-à-dire que quand tu vas à la salle, tu vas te dire, ok, tu vois là, quand je fais mon développé couché, je veux sentir que j'utilise les bons tissus. C'est pas simplement je descends la barre et je monte n'importe comment, où je tire, je fais mes lat pull down, mes tractions, je monte un peu n'importe comment, tant que je monte ça compte. Non. Je veux sentir les tissus que je suis en train d'utiliser. Quels tissus je suis en train d'utiliser? Est-ce que je suis en train de maximiser le recrutement? Parce que c'est ça qui va te permettre de faire grossir ces tissus, ok, de placer la demande nécessaire. Okay. Donc on a parlé structuration d'entraînement, un plan détaillé, encadré par un professionnel, mettre la bonne intention quand on va à la salle, un bon mindset. Il faut penser à ça comme si c'était un skills. Il faut penser à ça comme si tu allais shooter. Okay. Tu vas faire tes free throws, tu fais tes free throws, ben c'est pareil, mais en salle de musculation, tu vas te concentrer sur le fait de bien recruter les tissus que tu aimerais recruter. Et finalement, il y a l'aspect nutrition à prendre en considération. Ok, simple. L'aspect nutrition à prendre en considération, tu dépenses, tu joues tous les jours, tu es assez longiligne. C'est-à-dire que je pars du principe que sûrement, tu ne consommes pas assez pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Donc, tu dois être dans un surplus calorique pour ta situation, ok? Parce que tu dépenses déjà beaucoup, ok? Et peut-être que génétiquement, comme tu viens de le mentionner dans ce message-là, eh bien, génétiquement, tu as un caractère un peu plus fin, ok? Cool. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit manger plus, on mange plus, mais on ne va pas manger n'importe comment. On va rajouter certaines calories. Déjà, on va s'assurer qu'on a une consommation de protéines qui est assez conséquente. J'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, des emails là-dessus, des blogs, des posts sur mon blog à l'époque. Plein de trucs. Consomme assez de protéines. Mon conseil, c'est très simple. 3 à 4 fois
par journée, espacé de 4 heures, tu vas prendre 30 à 40 grammes de protéines. Aussi simple que ça. Donc si tu as tes 3 repas, matin, midi et soir, tu t'assures, le matin, j'aimerais qu'on s'assure d'avoir assez de protéines dans son repas. Simple, ok? Tu t'assures là, ok, j'ai 30 grammes de protéines dans mon repas. À midi, pareil, le soir, pareil. Ok, il me reste une collation. Une collation, je vais avoir mon shaker de protéines. Et une fois dans la journée, tu as simplement ce supplément de protéines. Pas besoin d'avoir 2-3 suppléments de protéines. Tu as tes repas normaux, aussi simple que ça, et tu as ton supplément. Cool. Ensuite, tu vas t'assurer d'avoir assez de calories. Si tu as du mal vraiment, tu es quelqu'un qui n'aime pas trop manger, tu dis, ah, vas-y, c'est compliqué, j'arrive pas, je me sens ballonné, c'est pas bien. Ok, comment on peut rajouter des calories? Simple. C'est là où tu vas rajouter par exemple un jus de fruits, un truc facile à consommer. Une canette d'une boisson que tu aimes bien, 2 canettes d'une boisson que tu aimes bien. Hey, si c'est ce qu'il faut pour que tu puisses consommer plus, ok, de calories, pour que tu prennes de la masse pour un certain temps, eh bien, il faut faire ce qu'il faut faire, ok, comme ils disent les carrés, gotta do what you gotta do. Et c'est comme ça, ok. Donc, il faut rajouter tes calories, bien entendu, d'une façon ou d'une autre. À toi de trouver la façon de le faire. Le liquide, c'est la manière la plus simple, bien entendu, si tu as du mal, encore une fois. Si tu arrives à bien organiser le tout, à travers des bons aliments, bien entendu, des produits de saison, je vais t'encourager à faire ça. Donc voilà comment on organise le tout et tu auras l'occasion de voir les mêmes transformations physiques. Tu verras exactement les mêmes transformations physiques que ce que tu verras. Alors, j'ai passé mon petit plug ici. Je t'invite à checker mon programme Hybride Physique. Hybride Physique, tu vas voir comment structurer une séance et tu vas quand même garder un certain côté athlétique parce qu'on utilise des mouvements polyarticulaires. À la fin, on arrive avec des intensités qui sont relativement élevées. Donc, c'est intéressant. Okay, va checker mon programme Hybride Physique. Je pense que c'est quelque chose qui correspond. Et d'ailleurs, on est encore dans les plugs. Pour ceux qui ont parlé, pour Warren qui a parlé de JJB, j'ai parlé de faire des entraînements spécifiques pour les articulations. Ça, c'est super important pour le JJB. Allez checker ma série programme Bulletproof, genou Bulletproof, hanche Bulletproof, genou bulletproof, etc. Okay, donc allez checker tout ça, ça ne pourra que vous aider. C'est vraiment là, c'est ça le travail spécifique. Okay, on passe ensuite à la prochaine question. J'espère que ces premières questions sur les différents sports vous ont aidé. Prochaine question qui a été posée par Elliot Lacotte. Partons d'une planification ondulatoire en sport de combat. Comment l'organiser pour passer d'un point de vue du spectre force-vitesse à un autre sans surcharger l'athlète? Athlète en pôle, jamais à l'échec. La fin de la question, là, elle est un peu compliquée parce que ce n'est pas des vraies phrases. Faites-moi des vraies phrases, les amis. Il n'y a pas de limite de caractère ici. Donc ici, ce que je comprends, la question d'Eliott, c'est OK, comment on fait pour développer autant sa qualité physique qui est la force que sa qualité physique qui est la vitesse sans trop en faire, sans tomber dans le surentraînement où on en fait trop avec son athlète. Et on utilise également une planification ondulatoire. Donc il y a plein de trucs à décortiquer ici. On va essayer de simplifier le tout. Alors, pour comprendre la planification ondulatoire, on doit comprendre la planification linéaire. La planification linéaire, c'est la planification qui a été popularisée dans la périodisation, le type de planification occidentale qui a été popularisée pendant des années. Okay, donc l'idée, c'est simple, c'est de dire que chaque semaine ou chaque bloc d'entraînement, on va augmenter graduellement l'intensité à laquelle on va être exposé. Donc on va commencer à X intensité, la semaine d'après on va être à X plus 10, X après X, bloc d'après X plus 20, etc. Donc de manière très simple, si vous pensez en répétition, on a différentes rangées de répétitions et on va dire ok, on va commencer première semaine avec du 12 à 15 répétitions, deuxième semaine on va passer à du 8 à 12 répétitions, troisième semaine on va passer à du 5 à 8 répétitions, quatrième semaine on va passer à du 1 à 5 répétitions. Ou alors on peut le faire sur bloc d'entraînement par mois. Premier mois, on va faire que du 8 à 12, deuxième mois on va faire que du 5 à 8, troisième mois, on va faire que du 1 à 5. Okay, et l'idée, c'est qu'on a organisé le tout à travers des qualités conceptuelles qu'on cherche à développer. Okay, quand on travaille sur du 8 à 12, on travaille plutôt sur l'aspect structurel de nos tissus. Donc, c'est plutôt le côté hypertrophique. Okay, une fois qu'on a développé le côté hypertrophique, on va passer un peu sur l'entre-deux. On développe de la force, mais on développe toujours nos muscles. Okay, là, on va travailler plutôt sur du 5 à 8. Ensuite, on va passer à la force max, donc vraiment le développement de la force. On a travaillé sur la structure et tout. Cool, maintenant on travaille sur du 1 à 5. On a ce stress un peu plus neurologique. Et conceptuellement, c'est très 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 bien. Malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça a certaines limitations. Mais c'est super bien pour les débutants pour commencer. La périodisation ondulatoire, eh bien, c'est simplement le fait d'onduler, comme le nom l'indique, okay, donc de varier les stimulations. Une fois, on va avoir une stimulation avec une intensité plus élevée et on va alterner ça avec une stimulation qui est plus basse. Ensuite, on va revenir à une stimulation élevée, basse, élevée, basse, élevée. Et il y a 1001 façons d'organiser le tout. C'est-à-dire qu'on peut l'organiser au sein d'une semaine, d'accord, d'une même semaine. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait deux entraînements, haut du corps, bas du, deux entraînements haut du corps, deux entraînements bas du corps. Eh bien, on aurait un jour avec stimulation d'intensité élevée, l'autre jour avec intensité plus basse. Bam. On pourrait le faire au sein d'une semaine. Donc au lieu d'avoir, comme on l'a fait auparavant, 12 à 15, 8 à 12, 5 à 8, 1 à 5, eh bien on aurait par exemple du 12 à 15,
on va alterner ça avec du 1 à 5, j'ai n'importe quoi. Ensuite, on passe en 8 à 12 et on finit avec le 5 à 8. Okay, donc, c'est ça, on alterne entre intensité basse, intensité élevée, de semaine en semaine, de jour en jour. Okay, il y en a qui le font également de jour en jour. 2 entraînements, par exemple, dans la journée. Le matin, j'arrive, je fais du 1 à 5. Le soir, quand j'arrive, je fais du 12 à 15. Ok, simple. Okay. Il y a 1001 façons d'organiser le tout en fonction, encore une fois, de la disposition de chaque athlète, de chaque sportif. Ok. Maintenant, une fois qu'on a compris cette périodisation ondulatoire, maintenant le but c'est de développer ces deux qualités. Vous ne pouvez pas développer ces deux qualités à part égale au sein d'un même entraînement. On va partir sur cette base-là pour rendre le truc le plus simple possible. Je pense qu'on peut stimuler quand même un petit peu, mais à part égale, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on va soit avoir une dominance sur la force, soit une dominance sur la vitesse. Et en réfléchissant à cette question, eh bien, je me rends compte qu'en fait, j'utilise une périodisation ondulatoire, bien que ce n'est pas comme ça que je la nomme, au sein d'une même semaine. Selon moi, c'est la meilleure façon de ne pas surcharger l'athlète tout en développant ces deux qualités au sein d'une même semaine. Okay, donc, de façon hebdomadaire, on peut le faire. Je reviens à cet exemple, on a 2 séances, haut du corps et on a 2 séances bas du corps. Après, vous organisez ça comme vous le souhaitez. Une séance qui va être axée sur de l'effort max, c'est-à-dire avec des intensités élevées. Et la deuxième séance qui va avoir lieu 72 heures plus tard, eh bien, elle va avoir une intensité qui est plus basse. Et là, on va s'attarder plutôt sur justement une de ces autres qualités. Donc, je rebobine un petit peu. Jour 1, imaginons que le lundi, j'ai mon jour haut du corps et le jeudi, j'ai mon deuxième jour haut du corps. Le lundi, je vais placer le focus haut du corps avec l'intensité la plus élevée en cherchant à développer ma force. Okay, je développe ma force, c'est ma qualité mère ici. Okay, je développe ça, donc intensité élevée, on l'a compris, on travaille avec du 1 à 3, 2 à 3, 4 à 5 RM. Okay, simple. Ok, maintenant, le deuxième jour. Le deuxième jour, donc là je pars vraiment pour la partie principale de l'entraînement. Deuxième jour, le jeudi, là je vais travailler plutôt sur l'aspect vitesse. Okay, l'aspect vitesse. L'aspect vitesse, pourquoi c'est intéressant de le faire de cette façon-là? Parce que l'aspect vitesse, en fait, c'est quelque chose qu'on doit développer sans se cramer. Okay, donc en gros, la vitesse, c'est la capacité à décharger un maximum de force en le temps le plus court possible. Okay, et en gros, la vitesse, c'est simplement le fait on va exprimer ce qu'on a développé par le passé. Okay, aussi simple que ça. On va chercher à exprimer ce qu'on a développé par le passé et on va augmenter cette capacité à le faire. Aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, pour revenir à cette question échec ou pas échec, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais cette réponse pour ne pas aller dans de mauvaises directions et simplifier le tout. Le jour 1, quand je vais faire mon effort max, là, je vais chercher à aller à l'échec. Donc, soit je vais à l'échec, soit je vais chercher un nouveau record. Okay, c'est la question qui a été posée. Est-ce que je la ramène l'athlète à l'échec ou pas? Je vais chercher à l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est le signal maximal qui dit à mon corps, t'as pas assez. Et là, en l'occurrence, on met un stress nerveux et on dit, hey, t'as pas assez de force. Cool. Donc, je vais aller à l'échec où je vais vraiment vider complètement le réservoir d'intensité. Et là, mon corps va procéder à cette information et va dire, ok, là, je dois créer plus de ça. Cool. Maintenant, le deuxième jour, le but, c'est de pas aller à l'échec, justement. Le but, c'est de savoir exprimer, de répéter cette qualité que j'ai développée en jour 1, ok, mais le plus rapidement possible. Et quand on travaille sur sa vitesse, eh bien, le but, c'est justement de ne pas se cramer. Donc, on ne se crame pas et on ne va pas à l'échec. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'en travaillant sur la vitesse, ils transforment ça en un exercice de cardio. Donc, ils font des exercices entre guillemets, puissance ici, parce que ça ne veut rien dire en soi. Et ils transforment ça en du conditionnement. C'est-à-dire qu'on fait des box jumps, par exemple, et on se retrouve à faire 20 box jumps. Okay, on fait 20 répétitions d'un exercice qui a normalement un caractère explosif. Ça n'a plus un caractère explosif si on le fait sur 20 répétitions, parce qu'on est fatigué. Et si la fatigue s'accumule, eh bien, nos fibres musculaires responsables de produire ces intensités les plus élevées le plus rapidement possible se fatiguent et elles prennent du temps à récupérer. C'est-à-dire que si vous les cramez, elles sont cramées. Okay, aussi simple que ça. Vous n'allez pas pouvoir les réutiliser de la même façon. Du coup, on n'est plus en train de travailler sur l'efficience de ce qu'on a. On a cramé ce qu'on avait. Maintenant, pour la prochaine série, tu ne vas pas pouvoir les utiliser. Donc, l'idée lorsqu'on travaille sur sa vitesse, c'est justement de ne pas se cramer. Okay, donc, on va utiliser des intensités qui sont plus basses. Déjà par définition, donc la charge qui va être utilisée est plus basse et en plus on ne se crame pas, on ne va pas à l'échec. Donc de cette façon-là, un jour on va à l'échec, on développe plus de sa capacité à décharger un maximum d'énergie et sa force, et le deuxième jour on développe la capacité à répéter ses efforts le plus rapidement possible sans se cramer avec des intensités plus basses. Et on développe ces deux qualités-là, la force et la vitesse au sein d'une même semaine, et on le fait sans se cramer. Et vous pouvez faire également la même chose pour le bas du corps. Donc le mardi par exemple, je vais avoir ma séance sur le bas du corps. Vu que la veille, j'ai fait
un effort qui était maximal, et bien là, je vais enchaîner avec un effort qui est submaximal. Je vais travailler sur ma vitesse, justement, sans me cramer, pareil, et pour une autre partie du corps, pour le bas du corps. Et de cette façon-là, j'ai le meilleur de tous les mondes, j'ai tout développé sans jamais me cramer, ok? Comme vous l'aurez compris, je sais quand je vais à l'échec, je sais quand je ne vais pas à l'échec. Pour plus d'informations sur tout ça, pour tous les professionnels du sport et de la santé, checkez mon programme Mentorship, j'explique tout ça en détail. Donc j'espère ici, Elliot, que ça t'a aidé. Voilà comment vous pouvez organiser le tout au sein d'une même semaine, peu importe à quelle fréquence vous vous entraînez. J'ai donné l'exemple ici, mais ça pourrait être de 4 entraînements par semaine, bas du corps, haut du corps, mais peu importe le split que vous utilisez, ça pourrait très bien être 2 séances full body, mais pour l'exercice principal, eh bien vous allez utiliser exactement ce même principe que je viens de mentionner. Okay? Dernière question qui a été posée ici par Kevin. Salut Kev, c'est ton Kev. J'ai entendu parler du neurotype des personnes à considérer lors d'une programmation. Certains adhéraient plus à certaines modalités d'entraînement que d'autres. Qu'en penses-tu? Les prends-tu en compte? Ok. Alors j'ai beaucoup entendu parler de ça parce que ça a été popularisé principalement par, comment il s'appelle ce coach populaire canadien, Christian Thibodeau, qui est un très très bon coach. Je vous invite à checker ce qu'il fait. À l'époque, je lisais des articles de lui sur T-Nation et j'avais complètement oublié. Et puis il est devenu super populaire également dans la francophonie. Lui, c'est un Canadien, il parle français et anglais. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il a une formation là-dessus. Je ne l'ai pas faite, donc je ne vais pas parler en connaissance de cause, mais je connais beaucoup de participants de mes programmes qui l'ont fait et qui en parlent bien, d'autres qui disent ouais, je sais pas, ça m'a pas vraiment aidé. Bref, à vous de faire votre propre avis. Par contre, ce que je sais, c'est que l'idée ici, c'est de catégoriser les gens dans des traits de personnalité, de caractère qui sont communs. Et on va se dire, ok, cette personnalité, elle est plutôt de type A, type 1A, 1B. Je me rappelle plus exactement. On va chercher en même temps ici les neurotypes. Neurotypes. Alors moi, je me rappelle même plus des différentes catégories. Les 5 neurotypes, ici, on a le 1A, le warrior, le 2B, le 1B, l'athlète, le 2A, le passionné, le 2B, l'artiste et le 3, the thinker, le penseur, j'imagine en français, ça se dit, le penseur. Du coup, on a ces différentes catégories. Et l'idée, c'est de dire, ok, en fonction de ces traits de caractère de X, Y personnes, eh bien, je dois plutôt les approcher de cette façon-là à l'entraînement. Je dois plutôt utiliser des séries longues ou des séries courtes, ou plutôt utiliser cette modalité-là plutôt que d'autres modalités-là, faire plutôt coupler plutôt X exercice avec un autre exercice, enfin bref, prendre temps de repos, un autre temps de repos, etc. Je m'y connais pas encore une fois là-dessus. Mais conceptuellement, c'est sur ça qu'on se base. C'est pas les premiers à parler de ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Avec mon expérience de terrain, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut avoir un certain trait de caractère dans un domaine et un trait de caractère qui est complètement différent dans un autre domaine. C'est-à-dire que j'ai connu des gens qui étaient certes des personnalités de type 1A, ok, c'est des performeurs, etc. C'est des go, c'est la guerre des compétiteurs dans l'âme. Au travail, ils travaillent comme des oufs. Dans la finance, peu importe ce que c'est, ils arrivent à la salle, c'est la même mentalité, ils veulent toujours en faire plus, etc. C'est même toi qui dois les stopper, qui dois leur dire non, calme-toi un petit peu. Et à l'opposé, j'ai des gens qui sont des oufs dans leur domaine de prédilection, dans leur métier. Ils arrivent à la salle et ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ont une personnalité qui est complètement différente. J'ai travaillé avec beaucoup de clientes même. Je pense à une cliente en particulier qui est une boss lady. Vraiment big boss. Et quand on arrive à la salle, ça n'a pas du tout la même personnalité. Okay? Donc encore une fois, j'ai mis un exemple comme ça où des fois ça vient confirmer la règle et des fois ça vient montrer une exception à cette règle-là. Et de manière générale, je pense que c'est comme ça un peu partout. Nous-mêmes, on a une certaine personnalité dans un certain environnement. Et on a une autre personnalité dans un autre type d'environnement. Moi, je le remarque parce que je parle plusieurs langues. Et je remarque qu'au final, quand on parle plusieurs langues, eh bien, on a un caractère qui est différent. Quand je parle français, j'ai pas exactement la même énergie que quand je parle anglais, que quand je parle portugais, quand je parle espagnol, quand je parle italien, peu importe ce que c'est, ok? On change un peu. Le ton de notre voix va changer, nos expressions, nos attitudes vont changer. Et je me dis, tu vois, en fait, c'est un peu comme si on était ouf. Okay, on a plein de personnalités dans notre tête. Mais c'est littéralement ça. Tu imprègnes un personnage. Et je suis persuadé qu'on n'a pas exactement les mêmes personnages en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment prendre cas par cas. Et quand on va à la salle, et bien on se dit, ok, moi c'est plutôt ce que j'apprécie faire dans cet environnement-là. C'est comme ça que j'apprécie le faire dans cet environnement-là. Et si vous êtes un personal trainer ou un coach, c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure. Puis on travaille avec des gens, puis on se dit, ah ouais, cette personne-là, eh bien, je vais lui laisser assez de temps de repos pendant les pauses parce qu'elle a besoin de parler. Cette personne-là, elle n'a pas envie de parler. Cette personne-là, elle a envie d'enchaîner les exercices. Donc là, pour elle, je dois plutôt enchaîner 2, 3 exercices, etc. Okay, et ça, selon moi, c'est que l'expérience du terrain et c'est au cas par cas. Je pars à chaque fois du principe que
La personne qui est en face de moi, c'est l'exception à la règle. C'est pas la personne qui confirme la règle. Parce que c'est ce qui va me permettre d'individualiser au maximum les choses. Alors que si je pars du principe que cette personne confirme la règle, c'est ce qui rend mon approche trop générique. Et j'aime pas ça, parce que je risque de me tromper. Alors que si je pars du principe que cette personne est l'exception, je vais pas me tromper, ok? Parce que je vais individualiser au maximum les choses et on peut pas se tromper lorsqu'on individualise au maximum les choses. C'est aussi simple que ça, c'est la règle du Black Swan, vous m'avez déjà entendu parler de ça, le signe noir. Il suffit d'un signe noir pour prouver que tous les signes ne sont pas blancs, ok? Donc il faut tout simplement garder cette règle-là en tête. Donc j'espère avoir répondu à cette question, les amis. On en a fini avec cet épisode assez long, avec plein d'informations assez denses. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez plus d'informations, allez checker tous mes programmes. Continuez à poser des questions, c'est comme ça que je vais pouvoir vous aider. Aidez-moi à vous aider. Dans tous les cas, nous on se voit. /parle très bientôt. Peace!